Je viens d'un monde où il est interdit de parler. J'arrive dans un monde où l'on peut tout dire et où ça ne sert à rien. Alexandre Solzhenitsyn, en exil aux États-Unis. « 2000 ans d'histoire. Même si le goulag, tel que Solzhenitsyn l'a connu et décrit, n'existe plus depuis la déstalinisation, même si avant lui d'autres en avaient déjà révélé l'existence, la publication en 1973 de l'archipel du goulag a été le réquisitoire le plus sévère jamais lancé contre le régime soviétique depuis sa naissance en 1917. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait. Le goulag que Solzhenitsyn décrivait dans son livre et dans lequel il avait été lui-même enfermé pendant 8 ans, ce n'était pas seulement l'instrument de la tyrannie de Staline, c'était selon lui l'inévitable conséquence de la révolution de 1917 et du régime qu'elle avait mis en place. Et c'est pourquoi, quelques semaines après la publication de son livre en France, ne pouvant plus vivre ni écrire en URSS, Solzhenitsyn en a été chassé pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'après l'effondrement du communisme, le plus célèbre des dissidents soviétiques puisse y revenir en 1994. TF1, Patrick Bourrat, le 27 mai 1994. Un signe de croix orthodoxe lent devant le pain et le sel de la bienvenue, puis il s'agenouille pour toucher 2 fois le sol de la terre natale retrouvée. Humilité, émotion, les premières paroles de Solzhenitsyn sont pour ses camarades de goulag. Je me prosterne, dit-il, sur la terre de la Kolyma, qui a enterré des millions de nos compatriotes prisonniers. Étape suivante, Vladivostok. Juché sur une estrade improvisée devant le port, il est applaudi chaleureusement par 4000 personnes. Ce sera sa première grande intervention publique en terre russe. Je sais que votre vie est dure et difficile, qu'il n'y a aucun avenir clair pour vous et pour vos enfants. Je veux partager vos craintes et vos peurs et chercher avec vous à sortir de notre marécage de 75 ans de communisme. Georges Niva, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des Français qui a le mieux connu Solzhenitsyn, dont vous avez été un des traducteurs et que vous avez rencontré dès son arrivée en Europe en 1974. Mais vous l'aviez déjà découvert, dites-vous, bien avant, dans son premier livre, Une journée d'Ivan Denisovitch, qui était déjà d'ailleurs une description du goulag. Il n'était pas lui-même d'ailleurs le premier non plus à révéler l'existence du système concentrationnaire en URSS. Oui, il faut bien voir jusqu'en 1936, le système lui-même parlait du système concentrationnaire. C'est-à-dire qu'il en était relativement fier. C'était le redressement par le travail de l'ennemi de classe, du criminel soit politique, soit de droit commun. C'était pas un sujet tabou. Le dernier grand livre a été celui de Gorky et son équipe qui est allée voir creuser le canal Volga-Don et le canal de la mer Blanche. Et ensuite, le tabou est apparu. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de ce souterrain, de la violence institutionnalisée, auquel Alexandre Solzhenitsyn va donner à tout jamais un nom, l'archipel. L'archipel du goulag. Goulag, c'est un acronyme sur l'administration des camps. Et l'archipel, parce que pour lui, c'est dérisoire. Disons, c'est la nouvelle civilisation. Notre civilisation occidentale est née dans l'archipel grec. Et bien voilà un autre archipel d'où sort un monstre civilisationnel. Et bien sûr, avant lui, dès les années 20, on a parlé du système de répression, Boris Souvarine par exemple. Ensuite, il y a eu le voyage au pays du Zeka, où on dit plutôt Zek maintenant pour le détenu bagnard, de Jules Margolin, et ensuite beaucoup d'autres. Mais avec Solzhenitsyn, on a eu d'abord cette nouvelle merveilleuse qui est un récit qui suit les 3 unités de lieu, d'action et de temps, et qui a été publié en URSS, avec l'aval de Khrouchtchev.
Alors il y a eu aussi l'affaire Kravchenko après la guerre, David Rousset qui a dénoncé ce système également et qui d'ailleurs s'est fait vivement critiquer. Alors rien en tout cas ne prédisposait non plus Solzhenitsyn dans sa jeunesse ni à se dresser contre le régime, ni même être un écrivain. Vous le rappelez, il était membre, comme la plupart des adolescents de l'époque, des jeunesses communistes, mais par exemple il était étudiant en mathématiques et en physique et pas en littérature. C'est-à-dire, il faut voir qu'il est d'abord orphelin de père. Hein. Son père est mort avant sa naissance. Que sa mère était d'une famille riche, de gros agriculteurs de la région du Don, qui naturellement ont disparu. Elle vivait dans la misère avec son fils à Rostov-sur-le-Don. Elle était pieuse, donc elle l'a emmené à l'église. Et en même temps, lui était assez romantique et il est devenu un bon komsomol. Alors les deux devaient, si vous voulez, entrer en collision. Et puis, il a commencé à s'intéresser à l'histoire de la Révolution de 1917 après les premières affaires criminelles montées par Staline, ce qu'on appelait l'affaire du parti industriel en 1931, en se disant « il y a du mensonge là derrière ». Donc de toute façon, à mon avis, il serait devenu quelque part un dissident. Mais quand même, il est un bon komsomol et puis il est un bon officier pendant la guerre. Simplement, il réfléchit de façon très imprudente avec un de ses amis à qui il envoie par le courrier militaire des lettres sur ce qu'on va faire après la guerre, comment est-ce qu'on va faire une nouvelle Russie. Et à ce moment-là, c'est l'arrestation. Et c'est là que tout bascule, effectivement. Le 9 février 1945, il est arrêté donc et condamné à 8 ans de camp de travail pour avoir osé critiquer Staline. D'abord, il est interné près de Moscou, puis dans le camp d'Ekibastuz, dans le Kazakhstan. Et c'est là, au fond, qu'il va trouver la matière de tous ces premiers livres, Georges Niva. Oui, dans cet disons enfermement. que c'est même plus, je dirais que, utilisant l'expression que Gorky a utilisée pour lui-même, c'est là qu'il fait ses universités. L'université à Rostov, mathématiques, physique, chimie, par correspondance, littérature à l'IFLI de Moscou, c'est secondaire par rapport à cette énorme université humaine. Il rencontre la société, il rencontre tout le monde, parce qu'au camp, il y a tout le monde. Il y a des émigrés blancs qu'on a kidnappés, il y a des Estoniens, il y a des Caucasiens, il y a énormément de paysans. Il y a son petit héros, Ivan Denisovitch, qui est un paysan qui est là, il ne sait absolument pas pourquoi. Il a été fait prisonnier par les Allemands, il revient, on le fait prisonnier à son tour. Ce sont ces universités et il se jure quelque part qu'un jour ou l'autre, il va le raconter. Et c'est ce qu'il va faire dans ses 3 premiers livres, Une journée d'Ivan Denisovitch, Le pavillon des cancéreux et Le premier cercle, 3 livres pour lesquels il recevait le prix Nobel de littérature en 1970. Svenska Akademin har just fattat sitt beslut angående Nobelpriset i litteratur för i år och det har tilldelats den ryske författaren Alexander Solzhenitsyn. На мне лежит огромная задача литературная. J'ai une tâche littéraire écrasante. По несчастным обстоятельствам жизни в нашей стране Les circonstances malheureuses de notre pays ont fait que и писатели нескольких поколений не могли написать правду о les нашей écrivains революции. de plusieurs générations n'ont pu écrire la vérité sur notre révolution. А утром растаял туман, утихла пучина морская, восстал на пути Магадан, столица Колымского края. Sur notre route se dressa Magadan, capitale du pays de la Colima, soit maudite Colima, qu'on appelle la belle planète. On y devient fou malgré soi, il n'y a pas de chemin de retour. C'était le chant de la Colima, le plus terrible lieu du goulag, justement, qu'allait dénoncer Solzhenitsyn. Dénonciation d'ailleurs qui commence par un premier livre, Une journée d'Ivan Denisovitch. C'est ça qui le rend célèbre, y compris en URSS, car, chose extraordinaire, ce livre qui sort en 62 est publié par une revue soviétique avec l'aval du gouvernement soviétique.
Ce qui peut surprendre quand même, Georges Niva. Le poète Twardowski, qui dirigeait la grande revue libérale, entre guillemets, Nowy Mir, était allé lire à Nikita Khrouchtchev le texte, pour être sûr d'avoir cet aval d'en haut, pas de la censure, mais de tout en haut. Ça a plu à Nikita Khrouchtchev, en raison probablement du parler paysan qu'ils ont rencontré dans la bouche d'Ivan, et puis parce que, évidemment, ça se joignait bien à son programme politique de l'époque. La déstalinisation. Le dégel, la déstalinisation. Mais vous savez, ça joue un deuxième rôle. Il a reçu des centaines de lettres d'anciens bagnards qui critiquaient tel ou tel aspect du récit Une journée d'Ivan Denisovitch, et ces centaines de témoins ont engendré à leur tour l'archipel du Goulag, qui, comme on dit aujourd'hui, et c'est une invention américaine, c'est de l'histoire orale, c'est-à-dire il s'est appuyé sur plus de 200 témoins oraux, mais il a enfermé cela dans une construction magnifique, particulière de l'archipel. Oui, parce que très vite, après le départ de Khrouchtchev, la disgrâce revient pour Solzhenitsyn. Il se met à rassembler les éléments, vous venez de le dire, de ce qui deviendra l'archipel du Goulag, 227 témoignages de rescapés du Goulag. C'est un livre qui a été écrit dans des circonstances très difficiles. D'abord, clandestinement. Il faut dactylographier le manuscrit, le mettre sur microfilm. Il l'envoie à ce moment-là en France, mais il ne souhaite pas le publier encore. Il est en URSS, lui. Il est un clandestin né, on croirait voir un clandestin russe du 19e siècle. Il organise la dispersion dans des cachettes mobiles de ce texte qui est en somme une poudrière, une bombe à retardement, d'une façon qu'il raconte dans ses mémoires et qui est stupéfiante. Il fait vraiment penser aux clandestins terroristes de la volonté du peuple. Il est aidé. Il fascine un cercle d'amis, mais de façon forte, qui l'aide beaucoup. Rostropovitch, par exemple, qu'il voit. Oui, ensuite, il y aura évidemment un certain nombre de brouilles avec ses amis. Mais quand il disait tout à l'heure, après le Nobel, « Je sens un poids terrible sur mes épaules », il faisait allusion au fait qu'il avait eu un premier poids qui était de dire le goulag, et le deuxième, c'est de dire la révolution. Mais ce sentiment de poids sur ses épaules, c'est-à-dire de responsabilité, il est extraordinaire, d'un bout à l'autre de la vie de cet homme. Un poids dont il se libère lorsqu'il apprend une nouvelle, c'est que la personne qui écrit, qui a rédigé, enfin qui a dactylographié son manuscrit, Elisabeth Voronanskaya, a été arrêtée par le KGB, elle s'est suicidée, et là il donne l'ordre, enfin il décide d'envoyer à Paris l'ordre de publier ce livre qui paraît donc en décembre 1973, et un mois et demi plus tard, il était arrêté donc en Russie par le KGB et aussitôt expulsé du RSS le 13 février 1974. Le journal. Première nuit hors du RSS pour Solzhenitsyn, la décision du Kremlin unanimement condamnée dans le monde. 24 heures seulement après son arrestation, Solzhenitsyn a été expulsé d'Union soviétique et déchu de ses droits de citoyen. Les premières heures de sa liberté forcée, l'écrivain soviétique les a passées en Allemagne fédérale chez un autre prix Nobel de la littérature, l'allemand Heinrich Böll. C'est un appareil de l'Aeroflot qui a déposé Solzhenitsyn à Francfort. 4 hommes du KGB l'ont accompagné. Mein Freund, Sie verstehen, ich bin sehr müde und ich bin besorgt. Mes amis, dit-il, comprenez-moi. Je suis très fatigué, je me fais du souci pour ma famille. Ce matin encore, j'étais en prison. Comprenez ma situation. Il m'est impossible de répondre à vos questions et d'ironiser. J'en ai déjà d'ailleurs trop dit dans ma patrie. Laissez-moi m'habituer à ma nouvelle vie. Comprenez ma situation.
Et l'on entend une suite de Bach jouée par l'ami de Solzhenitsyn, Rostropovitch. Solzhenitsyn qui, en 1974, le 13 février exactement, arrive à Francfort pour un exil qui allait durer 20 ans. On est surpris, quand on l'entend, comme on vient de le faire, par la façon dont il réagit. On ne pourrait avoir le sentiment qu'il vit ça comme une libération, pas du tout. Ça a été un arrachement pour lui de partir. Il a été forcé de partir. Il ne le souhaitait pas, Georges Livat. Oui, c'est ce qu'on appelle une proscription. Il est un proscrit politique. Il n'est pas un exilé politique. Il n'est pas encore moins un émigré politique. Et il a toujours refusé que l'on dise de lui qu'il était un émigré. C'est pas son choix. Dans la lutte qu'il a menée avec le pouvoir soviétique, il faut bien voir qu'avant cette décision de le proscrire, le Politburo s'est réuni des dizaines de fois. Il ne savait pas que faire, en fait. Pour élaborer une décision. Qu'est-ce que l'on fait de ce bonhomme qui est protégé par une gloire mondiale, qui continue à nous attaquer frontalement et qui nous déstabilise parce que les écrits de Solzhenitsyn, comme par exemple la lettre aux dirigeants, ne sont pas des écrits qui disent « il faut faire la révolution ». Ils disent « arrêtons de mentir, ça suffira. Je ne demande pas que vous vous retiriez du pouvoir, mais laissez-nous la liberté de conscience. » C'est ça la lettre aux dirigeants, la fameuse lettre aux dirigeants. Et peut-être aussi parce que l'archipel du Goulag, contrairement à une journée d'Ivan Denisovitch, met en rang responsable le système lui-même depuis 1917. C'est pas pareil que de raconter la journée d'un détenu dans un camp. C'est peut-être ça qui gêne beaucoup, qui explique d'ailleurs que Solzhenitsyn a été le premier soviétique expulsé du RSS depuis 1929. Trotsky, c'était 45 ans plus tôt. Jamais les soviétiques n'avaient encore fait ça. Ils ont commencé à le faire. Il y a eu Boukovski qui a été envoyé. Disons, c'était une demi-mesure pour ne pas les envoyer en Sibérie. C'était considéré comme une demi-mesure. Mais disons que Solzhenitsyn, pas un instant n'arrête sa lutte. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, le fait d'être en Occident n'affaiblit pas sa voix, n'affaiblit pas sa volonté. Il s'installe en Suisse. Ça marche pas très bien parce qu'il y a des nœuds d'espions tout autour de lui, du KGB à Zurich. En plus, il a un démêlé avec le fisc suisse à propos des revenus de l'archipel du Goulag qu'il a donné entièrement à une fondation d'aide aux victimes du Goulag. Il part aux États-Unis où il s'enferme pendant 10 ans pour écrire, alors sa deuxième cathédrale d'écriture derrière l'archipel du Goulag, qui est La Roue Rouge, un roman qui veut éclairer les raisons pour lesquelles la Russie a déraillé. Alors il ne fait pas qu'écrire, il s'adresse aussi au Congrès des États-Unis, on le voit en 1974, reçu par le Sénat des États-Unis, sur lesquels d'ailleurs il compte encore beaucoup pour sortir son pays et le monde du communisme. Одна из самых страшных опасностей сегодняшнего мира в том и состоит, что судьбы мира. L'un des plus grands dangers aujourd'hui est que nos destinées dans ce monde sont étroitement liées. Ainsi, tout incident ou erreur ailleurs a une retombée ici même. Pour nous, c'est de vous que dépendra le destin de l'homme, entre un sort tragique et la rédemption. Dans ce contexte de crise politique mondiale, de naufrage spirituel, avec une humanité épuisée, abattue par une fausse hiérarchie des valeurs. Et c'était Solzhenitsyn reçu par les sénateurs américains, le premier de ses discours aux Américains. Il est encore, on l'entend, c'était en 1974, plein d'espoir vis-à-vis des États-Unis, mais très vite, on va le voir critiquer le système dans lequel il se trouve, critiquer le libéralisme. Je crois qu'il critique moins le système que les hommes, si vous voulez, le manque de caractère. Dans son discours aux étudiants de Harvard, par exemple, c'est surtout le manque de caractère, une perte de la personnalité individuelle, morale, spirituelle. C'est d'ailleurs sa différence avec Sakharov. Si vous voulez, Sakharov, c'est le dissident qui vient des Lumières, qui imagine une démocratie pour la Russie. Solzhenitsyn ne vient pas des Lumières, de la philosophie des Lumières. Il pense que c'est la perte de l'homme religieux qui a fait qu'on a aujourd'hui des individus qui sont faiblards,
qui sont bancales, qui ne marchent pas bien sur leurs jambes. Et c'est ce qu'il dit aux Américains, lesquels, franchement, ont été très, très offensés. Lorsqu'on lit les réactions aux différents discours américains, c'est extraordinaire, l'offense. D'où sa déception, hein, je le disais tout à l'heure. Je viens d'un monde où il est interdit de parler, j'arrive dans un monde où on peut tout dire et où ça ne sert à rien. Très, très amer. C'est peut-être la raison pour laquelle il se replie au fond sur lui-même. Pratiquement personne ne vient le voir parce qu'il ne le souhaite pas dans la villa du Vermont où vous l'avez rencontré, Georges Niva, parce qu'il se consacre entièrement à son œuvre et à une œuvre dont on parle moins, mais que vous considérez comme majeure, peut-être même plus importante, en tout cas aussi importante que l'archipel du Goulag, c'est la Roue Rouge. Oui. Disons que c'est lui qui organise son calendrier. Il n'a jamais voulu que son calendrier fût organisé par les demandes d'interview, les journalistes, le président des États-Unis, personne. Et son calendrier, c'est d'achever le récit en 20 nœuds du déraillement de la Russie. Simplement, les 20 nœuds vont se réduire à 4, mais les 4 font quand même dans les 6600 pages. Pourquoi le mot « nœud » que l'on voit effectivement Parce qu'il considère qu'il ne peut pas donner un récit événementiel jour après jour, et qu'il va choisir des nœuds, comme il y en a en physique, pour, disons, certains jours les décortiquer. Alors là, c'est une sorte de... c'est minute par minute. Vous voyez, certaines scènes dans les rues de Pétrograd en ébullition. Et cette technique des nœuds lui est possible parce qu'il a tout lu. Il est un lecteur fantastique. Il est un écrivain qui écrit jusqu'à 10 heures, 12 heures par jour. Et avec les nœuds, il pense y voir clair. Bon, ma conclusion, l'ayant lu attentivement dans ce livre, c'est plutôt que du point de vue historien, il n'est pas arrivé à trouver le mot de la fin, ou la clé, si vous voulez. D'autant plus qu'il est inachevé. Ça commence en août 14, ça devait se terminer en 21, et on s'arrête en avril 17, c'est-à-dire avant la révolution russe. Et ce sont des livres monumentaux, ça a découragé quand même pas mal de lecteurs, Georges Niva. Écoutez, il s'arrête quand même après la première révolution. Enfin, le premier épisode on aurait pu attendre de la seconde, mais... disons, la première révolution, c'est 1905. La deuxième, c'est l'année 1917. Et lui, il pense qu'en février 17, tout s'est joué. Parce que ce n'est pas Lénine le coupable pour lui, c'est le libéral amolli, faiblard, qui tient pas sur ses jambes, le même auquel il va faire des reproches plus tard lorsqu'il arrive en Occident. Alors justement, le mur s'effondre en 89, il est réhabilité et il revient en Russie, non plus en URSS, en Russie en 94, en passant d'abord par les camps le plus terrible du Goulag, on l'a rappelé, on l'a dit tout à l'heure, le camp de Magadan dans la Kolyma. Humilité, émotion, les premières paroles de Solzhenitsyn sont pour ses camarades de Goulag. Je me prosterne, dit-il, sur la terre de la Kolyma, qui a enterré des millions de nos compatriotes prisonniers. Magadan, première étape en Russie du prix Nobel, était l'un des principaux centres de tri des prisonniers, les ZEC du temps du régime soviétique. C'est une planète maudite de la Sibérie orientale d'où l'on ne revenait pas. La Russie pourtant est indifférente à ce retour, plus préoccupée par les problèmes de survie quotidien. Les intellectuels lui voient jouer un rôle moral ou politique de premier plan. Il a fustigé récemment la corruption déplorable de l'appareil d'État. La tâche qui l'attend est immense. Je vais voyager, je vais intervenir devant les gens simples, pas devant des assistances triées ou élues, devant la population de telle ou telle contrée. Je n'ai pas l'intention de compter avec quelque autorité que ce soit. Je ne suis pas lié avec des partis, avec des mouvements, avec des personnalités politiques. Je dirais ce que j'estime être juste et vrai pour la Russie. Une réaction sur ce retour de Solzhenitsyn en Russie, Georges Niva? Écoutez, je crois que ça a été un moment magnifique de l'histoire russe. Il faut bien voir que les voyages à travers l'immense Russie, qui a 11 fuseaux horaires, les voyages des futurs souverains, les voyages des explorateurs, ont toujours été d'ouest en est. Il y en a un seul qui a eu cette idée, c'est Solzhenitsyn. Ce voyage qui a duré 2 mois,
ce Avant voyage de d'arriver à Moscou, repentance, qui est de partir de l'extrême-orient et petit à petit, par étapes, d'arriver à Moscou. Et il y avait, si vous voulez, il intervertissait les axes de l'histoire russe d'une façon magnifique. Il faisait le chemin du goulag à l'envers. Et dans la symbolique de l'histoire russe, je pense que ça va rester. Alors ce qui reste aussi, c'est sa réaction à son retour. Bien sûr, c'est un homme heureux de retrouver une patrie dont il avait été arraché 20 ans plus tôt, mais en même temps, il est désolé par ce qu'il voit. Il fait des critiques, là aussi. Il critique tout le monde. Il critiquait l'URSS du temps où il y vivait, puis les Amériques quand il s'y trouvait, puis à nouveau cette Russie qu'il découvre, dont il déplore la corruption, la misère, la guerre en Tchétchénie aussi, à laquelle il s'oppose. Oui. Et il s'adresse d'ailleurs à la Douma, comme il est reçu solennellement par la Douma, comme il a été reçu par le Sénat américain. Donc on peut comparer les deux discours. Au début, il pense qu'avec le président Yeltsin, le pays peut se relever, mais petit à petit, il prend conscience du chaos économique et social dans lequel on s'enfonce. Alors, il a des mots contre le régime de Yeltsin qui sont excessivement durs. Lorsqu'arrive le retrait du président Yeltsin et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, il est persuadé, il n'est pas le seul, qu'on va vers le dépècement du pays, qu'il va tomber en morceaux. C'est-à-dire que la pire chose qui puisse arriver pour la Russie est en route. Ce qui explique le fait qu'il estime que les pas essentiels faits par le président Poutine pour remettre ensemble les morceaux de cette Russie sont bons. Et ce qui explique la visite de Poutine. C'est quand même singulier quand on y pense. Georges Niva, Poutine, ancien de ce KGB qui l'a arrêté en 1945, qui l'a fait enfermer pendant 8 ans, et qui se retrouve devant Solzhenitsyn, ou plutôt l'inverse. Enfin, c'est quand même inouï cette rencontre. Et elle a été très critiquée quand même. Elle a été critiquée. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ceux qui l'ont arrêté. Et puis, il faut aussi voir ce qui a sa beauté, c'est qu'il a été invité au Kremlin par Poutine et qu'il a refusé. Il lui a dit « c'est vous qui venez chez moi ». Donc on a eu le chef d'État qui venait chez lui, chez l'ancien dissident. Et il a continué à critiquer. Par exemple, le retour à l'hymne soviétique a été sévèrement critiqué par lui. Bon, il est certain qu'à la fin de sa vie, sa parole n'avait plus la même acuité. Qu'est-ce qu'il représente actuellement en Russie, où personne ne l'a lu, tant qu'il était en Occident et avant la chute du mur? Est-ce qu'il n'est pas un peu dépassé? Est-ce qu'on ne considère pas, au fond, que c'est une espèce de vieille barbe, c'est le cas de dire, nostalgique d'une Russie qui n'existe plus et dont il rêve encore? Georges Niva, ça c'est beaucoup dit parce que c'est un conservateur quand même. Certains disent même un réactionnaire. Un conservateur qui a des aspects tout à fait qui brouillent l'histoire. Vous savez, il est très difficile à classer comme cela, mais je dirais que c'est son œuvre littéraire qui reste maintenant. Il est lu. Vous trouvez ces ouvrages absolument partout, dans tous les coins de la Russie. Et c'est pas parce que le pouvoir met les ouvrages de Solzhenitsyn, c'est parce qu'il y en a un besoin. Il est lu par les jeunes, il est lu par les... Maintenant, vous savez, quand il était dissident, il était lu avec une piété extraordinaire. Quand on lisait l'Archipel en 2 nuits, parce qu'on vous l'avait prêté pour 2 nuits. Et c'est cela aussi, Solzhenitsyn. Il a étanché une soif de justice de la Russie. Merci Georges Niva. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le phénomène Solzhenitsyn, qui vient de paraître chez Fayard. Vous êtes également l'auteur de Vivre en russe aux éditions L'Âge d'Homme et vous avez dirigé les sites de la mémoire russe publiés chez Fayard. Je signale également que vous participerez au colloque international Notre contemporain Alexandre Solzhenitsyn qui aura lieu du 19 au 21 mars au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy à Paris, dans le 5e arrondissement. À lire aussi la revue trimestrielle Histoire et Liberté, qui vient de paraître, consacrée à Solzhenitsyn et qui propose d'ailleurs une rencontre avec vous, Georges Niva, et éditée par la Bibliothèque Histoire Sociale et la Fondation Souvarine. Et puis bien sûr, à lire aussi les œuvres d'Alexandre Solzhenitsyn, publiées notamment chez Fayard. Je signale enfin la parution du coffret de 5 DVD, Les grands entretiens de Bernard Pivot avec Alexandre Solzhenitsyn, une coédition Gallimard et INA.
pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Stéphane Poitvin, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire de l'adultère. Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré. Vous êtes sur France Inter, il est 14h.